pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan du mois de février et le bilan du mois de mars. Oui, je vous fais deux bilans en main parce que clairement, d'une, j'ai pas la foi de vous tourner deux bilans. Deux, j'ai trop de retard sur les bilans. 3, je mélange actuellement février et mars parce que je ne sais plus trop ce que j'ai lu en février et en mars, voilà, et que j'ai pas la foi d'aller refarfouiller et de réfléchir à ce que j'ai lu au mois de février et au mois de mars. Donc le faire en une seule fois, c'est bien mieux. Et dernièrement, je pense très sincèrement que je ne tournerai plus de bilan mensuel. En tout cas, pas sous cette forme-là. Je continuerai, je pense, les bilans, mais sous une autre forme, une autre méthode, je pense, parce que honnêtement, je me rends compte depuis plusieurs mois que plus ça va, moins j'ai envie de tourner les bilans. En tout cas, comme je vous l'ai dit, sous cette forme-là. J'y arrive plus, ça me gave, j'ai plus envie de vous dire, ben voilà, au mois de février, j'ai lu tant de livres, j'ai été plutôt bien, c'était des bonnes lectures, pas de bonnes lectures. Au mois de mars, c'était moins bon, au mois de mars, c'était meilleur. J'ai plus envie, voilà, je suis plus dans l'optique de lire un maximum de livres par an, de lire vraiment des livres de bonne qualité. Il y a des mois où je lis très très peu parce que voilà, j'ai autre chose en tête, parce que la vie fait que on n'a plus forcément le temps et que j'ai plus envie de me forcer à lire des livres quand j'ai pas envie de lire des livres. Donc je vais vraiment essayer de changer un petit peu la façon dont je vous présente les livres. J'aime bien, j'ai commencé sur le BookTok, j'en fais pas systématiquement, c'est vraiment sur certains livres qui me marquent un petit peu plus que d'autres, mais plutôt de faire des avis express que j'ai envie de poster évidemment ici sur la chaîne et également sur le BookTok, mais des vidéos un petit peu plus courtes qui durent 5 minutes et qui sont consacrées à un livre uniquement, un livre particulier parce qu'il m'a marqué, parce que j'en ai entendu parler partout, qu'il était trop bien et que je me suis laissé hyper, et est-ce que moi je trouve que ça vaut la hype, etc. etc. Est-ce que je vais faire un petit peu plus de vlog lecture, un petit peu plus de suivi de lecture, où je vous publierai des vidéos, voilà, où il y a un vrai suivi à la semaine, ou en 2 semaines, ou au mois, je ne sais pas. On verra, mais clairement, je me rends compte que les bilans tels qu'ils sont actuellement, ça ne me hype plus. D'ailleurs, c'est des vidéos qui vous hype pas non plus des masses, donc tant qu'à faire, on va changer de méthode. Honnêtement, je ne sais pas encore trop comment je vais aborder les choses par la suite. On verra bien. Je vais essayer plusieurs choses différentes, je pense, et on verra comment les choses se goupillent. Ce qui, moi, me convient le mieux, ce qui vous plaît le plus, etc., etc. Voilà, on va être un petit peu dans les essais, dans le provisoire. Mais voilà, pour le moment, les bilans tels qu'ils sont me hype plus du tout. Donc on va passer à une autre méthode. Et du coup, ce bilan-là, qui comporte février et mars, sera, je pense, le dernier, en tout cas pour un moment, sur la chaîne. Du coup, je ne m'attarde plus et je commence tout de suite parce que j'ai une bonne dizaine de livres à vous présenter. Je commence du coup par la grosse déception de ces derniers mois. Il s'agit de celui-ci qui est donc Wicked, le premier tome, donc ici Tentation, de Jennifer L. Armentrout. Et je dis déception parce que je me suis forcée à aller jusqu'au bout, contrairement à d'autres romans que j'ai abandonnés entre temps, et que celui-ci, je me suis dit non, celui-ci je vais y aller jusqu'au bout, j'en ai abandonné déjà 2 en début d'année, ça fait beaucoup, je vais jusqu'au bout, j'aime bien l'autrice, je pense que ça ira mieux. Et ben non, voilà, non, clairement j'ai pas aimé, vraiment j'ai pas du tout aimé, je ne lirai pas la suite, ou alors ça fait pas du tout partie de mes priorités. Ici pour moi, c'est du cliché, sur du cliché, sur du cliché, sur du déjà vu. J'ai deviné la fin très très vite. C'est porté par une plume qui, selon moi, est encore immature, puisque c'est une trilogie qui n'est pas extrêmement récente. Mais je suis désolée, j'ai déjà lu des sagas de cette autrice, que ce soit du contemporain ou de la littérature de l'imaginaire qui n'est pas récent non plus, genre Lux, excusez-moi, c'est pas récent. Je trouve que c'est bien meilleur que celui-ci. Et pourtant, je crois que celui-ci est quand même un petit peu plus récent. Donc c'est pour vous dire. Bref, ici on suit Ivy. Ivy est une jeune femme qui fait partie d'une organisation un petit peu particulière qui chasse les failles, puisque malheureusement les failles sont présents dans notre monde et ils n'ont rien d'amicaux. Mais vraiment rien. Ils ont plutôt tendance à considérer les humains comme de la nourriture, voilà, donc ils les vident de leur énergie vitale jusqu'à ce que mort s'en suive, ou jusqu'à ce que folie arrive, voilà, et même quand ils deviennent fous, ils finissent par mourir.
tout ça n'est pas très joyeux. Donc Ivy, elle essaie de concilier sa vie de chasseuse et sa vie d'étudiante, puisqu'elle essaie également à côté de mener une vie normale. Jusqu'au jour où un nouvel arrivant se pointe, un chasseur qui a été transféré d'une autre unité jusqu'à la Nouvelle-Orléans, donc là où elle pratique la chasse, où elle vit. Et elle va devoir travailler avec ce jeune homme qui cache quand même pas mal de secrets et dont Ivy n'a absolument aucune confiance. Je m'arrête là pour le résumer, vous n'avez absolument pas besoin d'en savoir plus. Sachez que pour moi, dès les premières pages, je me suis dit que ça allait être compliqué. Voilà, déjà la plume, le personnage d'Ivy qu'on nous porte en tant que personnage badass, féminin, qui en veut, qui est rebelle, qui se laisse pas marcher sur les pieds. Encore une fois, on a le cliché de la nana qui, une fois que le beau gosse se pointe, perd tous ses moyens. Voilà, elle perd tous ses moyens, elle n'a plus aucun répondant, aucune hargne, aucune niaque, elle n'a plus rien, selon moi. Elle ne sait pas vraiment répondre à ce jeune homme, tout simplement parce que ce jeune homme lui plaît des masses. Voilà. Il lui plaît beaucoup et donc clairement dès le début il a le dessus et ça vraiment ça m'exaspère parce que j'ai eu l'impression qu'on avait deux protas principaux qui n'étaient pas sur le même pied d'égalité. Ça m'a gonflé, littéralement ça m'a gonflé, sans compter que les secrets de Ren on les découvre assez rapidement, voilà clairement. La relation des personnages c'est pareil, je la trouve absolument pas crédible, ça va trop vite, vraiment ça va trop vite et puis de toute façon on a une Ivy complètement voilà, devant le beau gosse du coin, ça m'a gonflé, vraiment ça m'a gonflé. La plume, je la trouve assez immature, vraiment assez immature, et puis on a des clichés partout, les faées, c'est pareil, il n'y a rien d'original je trouve dans ce texte, et même si au moins on avait eu des personnages que je trouvais un petit peu plus intéressants, un petit peu moins clichés, un petit peu moins stéréotypés, je pense que ça serait mieux passé. Mais là, il n'y a rien qui m'a plu. Vraiment, il n'y a absolument rien. Je suis allée jusqu'au bout, mais j'ai eu du mal et clairement, je n'irai pas la suite. Ces derniers temps, j'ai décidé de reprendre une saga que j'ai commencée il y a longtemps, que j'avais arrêtée au bout de 6 tomes et que là, j'ai décidé de reprendre depuis le début. Jusqu'à 6 tomes, je les ai déjà relus, mais là... je vais aller jusqu'au bout et je vais vous les représenter assez vite puisque je vous les ai déjà présentés une ou deux fois sur la chaîne. Il s'agit de la saga de Psy Changeling, donc avec le tome 1 qui est Esclave d'essence et le tome 2 Vision torride de Nalini Singh, donc aux éditions Milady. On est dans un univers où les psy, les changelings et les humains cohabitent plus ou moins en harmonie, pardon. Donc les psys sont des humains avec des capacités mentales extrêmement variées, avec des puissances différentes, des catégories différentes, et les changelings qui sont évidemment des métamorphes, loups, jaguars, plein d'autres créatures un petit peu différentes. Et donc la cohabitation est assez tendue entre ces trois-là, et donc notamment en tout cas dans les premiers tomes entre les psys et les changelings, jusqu'à ce que les psys et les changelings se mettent à cohabiter ensemble, puisqu'il y a des relations amoureuses qui vont tomber. Et donc dans le premier, il s'agit de Lucas, qui est le mâle alpha des changelings jaguar du coin, et notre jeune femme qui s'appelle Sacha, qui elle est psy cardinale, donc elle fait partie des plus hautes sphères des psys. Tous les deux vont avoir très rapidement un crush entre eux. Voilà, je préfère pas vous en dire plus, c'est un univers qui se développe au fur et à mesure des tomes. Il y a une intrigue à chaque tome qui se termine, mais qui va nous dévoiler des mystères un petit peu plus à chaque fois. Et on va avoir vraiment un univers et des personnages qui vont se développer. Alors oui, c'est de la romance paranormale, oui, il y a du smut, mais pas tant que ça. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est quand même assez hot, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans ces romans. C'est vraiment les relations qui va se créer entre tous les personnages ensemble. Il va y avoir vraiment une connexion entre tous les personnages et j'aime énormément. Bref, c'est un univers très sympa. Et je reprends du coup cette saga depuis le début et j'espère quand même pour une fois réussir à la terminer. J'ai lu le tome 1 de la trilogie de l'appel du renard, donc ici Traqué de Charlie Reinhardt aux éditions Milady. Ça fait longtemps que je veux lire cette saga. Donc ça y est, je me suis lancée et j'ai bien aimé. C'est pas la lecture de l'année, mais ça a fait le taf et ça me suffit largement. Donc ici on va suivre un jeune homme qui s'appelle Sanders Jolan, qui après l'armée
retourne dans son patelin et devient shérif à la suite de son père. Voilà, c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup d'action, c'est assez tranquille et ça convient parfaitement à Sanders jusqu'au jour où malheureusement on va l'appeler sur la découverte d'un cadavre qui aurait été bulotté par un jaguar ou un loup ou un ours, on ne sait pas trop, mais le truc est tellement dégoûtant. Voilà, il y a un wish-wash. Et à côté, on va suivre Will. Will, lui, fait partie d'une meute de renards, de métamorphes renards, et il doit empêcher notamment Sanders de découvrir la vérité, puisque ce cadavre, malheureusement, aurait été boulotté par un métamorphe. Voilà, je m'arrête là pour le résumer. Vous n'avez pas besoin de savoir plus. Honnêtement, c'était très sympa, notamment parce qu'ici, on a des métamorphes renards plutôt que loups, ce qu'on a l'habitude de voir. On a des personnages qui sont intéressants, qui se développent, qui ont des passifs pas forcément toujours très joyeux. Will, lui, a un passif avec un père qui était vraiment... enfin, un grand-père qui était pas des plus aimants, mais clairement pas des plus aimants. Et Sanders, lui, eh bien, c'est un ancien de l'armée et il y a des séquelles, voilà, il y a des séquelles à avoir fait la guerre et donc il n'en est pas ressorti indemne. C'est un slow burn. Sachez-le, c'est un slow burn, ce qui est plutôt cool parce que du coup j'ai trouvé que la relation était assez crédible. Maintenant je trouve qu'il y a des longueurs, je trouve que l'intrigue est très longue à se mettre en place, je trouve qu'on fait beaucoup de surplace tout au long du roman, je trouve que malheureusement tout se décante mais vraiment à la toute fin alors que tout au long du roman, il n'y a pas réellement d'indices, il n'y a pas réellement d'avancée dans l'intrigue, il n'y a pas vraiment de développement et je trouve ça un petit peu dommage. Du coup, ça m'a paru un peu long par moment, mais c'était sympa malgré tout. J'ai bien aimé, c'est pas le premier roman de l'autrice que je lis. En général, je passe toujours un bon moment. Ça me suffit, voilà, ça me suffit. C'est pas un roman méga original en tant que tel, mais vraiment, ça a fait le taf. J'ai trouvé les personnages extrêmement intéressants, extrêmement attachants, avec une romance slow burn comme je les aime. J'ai hâte de lire la suite. Ces derniers mois, je suis sortie un petit peu de ma zone de confort et je me suis lancée dans le premier tome de cette intégrale qui est donc Alchimie de Viviane Moore aux éditions 10-18. Et voilà, le premier tome, je l'ai terminé. Donc ici, on suit une jeune femme à la Renaissance qui a un père qui est à fond dans la chimie et cette jeune femme, évidemment ayant baigné dedans puisque son père, suite à un événement traumatisant, a empêché sa fille de sortir de la maison pendant des années. Elle n'a pas eu le droit de sortir de la maison, elle est restée cloîtrée, elle est restée isolée, donc elle ne connaît rien du monde, jusqu'au jour où des meurtres étranges vont avoir lieu. Elle, maintenant, elle n'est plus une enfant. Et à côté, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Jean, je crois, Jean Dumoncel, qui lui est enquêteur pour la couronne et va donc être mise en lien avec cette jeune femme qui a été, on va dire, isolée, dont j'ai oublié le nom, Sibylle. Voilà, Sibylle, tous les deux vont devoir travailler ensemble pour découvrir les tenants et aboutissants, pourquoi il y a des meurtres, qui est le meurtrier, etc. etc. En soi, c'était pas trop mal, mais on m'a vendu que le personnage féminin serait le personnage principal. Or, le personnage féminin sert pas à grand chose dans ce premier tome. Hein. Vraiment, il sert pas à grand chose. On ne la voit vraiment sortir un petit peu de sa zone que sur la fin. Et Jean et Sibylle ne se rencontrent également vraiment que sur la fin. L'intrigue a beaucoup de mal à avancer, on a vraiment une période historique qui est bien renseignée, on a vraiment des faits historiques de l'époque, on a un langage un petit peu différent, un petit peu particulier. C'était sympa, mais vraiment j'ai trouvé que c'était moyen quand même pour un premier tome, en termes d'intrigue, en termes de personnages, en termes d'évolution des personnages, en termes de développement, c'est vraiment très très long à décoller. J'ai cru comprendre que la suite était bien meilleure, donc je vais lire le tome 2 pour voir de quoi il en retourne. Le tome 2 est à peu près aussi long que le tome 1 apparemment, donc je pense que ça devrait aller. C'est pas un style extrêmement compliqué, même si ça change de ce dont j'ai l'habitude. Mais on va se faire un avis en tout cas avec le deuxième tome. En 2025, j'ai décidé de lire des sagas que je n'ai pas terminées,
que j'ai commencé il y a très longtemps, que je n'ai jamais terminé parce que je vivais dans le déni. Voilà, je vivais dans le déni, j'avais adoré les premiers tomes et trop peur de la suite, donc je ne lisais pas la suite. Mais cette fois, ça y est, c'est décidé. En tout cas, pour celui-ci, j'ai relu le premier tome de la saga La Lectrice, donc le premier tome étant La Lectrice, de Tracy Chee aux éditions Robert Laffont. J'avais eu un très gros coup de cœur la toute première fois où je l'ai lu. Ce n'est pas le cas pour cette seconde fois, mais c'est pas grave parce que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment encore cette idée d'expérience de lecture. Vraiment, c'est une expérience de lecture. C'est une très très belle lecture. Ici, c'est compliqué de vous faire un résumé parce qu'il y a plusieurs histoires dans plusieurs histoires, mais la principale, on va suivre une jeune femme dont j'ai déjà oublié le prénom, qui à la suite de la disparition de sa tutrice qui a été kidnappée va se retrouver avec un objet un petit peu particulier qu'elle va vouloir protéger. Elle va également vouloir retrouver sa tutrice et la sauver. Elle va tomber sur un jeune homme qui a l'air un petit peu particulier. Et à côté, on va suivre d'autres histoires, d'autres personnages. Je ne préfère pas vous en dire plus. Sachez-le qu'on a une très bonne intrigue qui est très bien amenée, qui est très bien faite. On a plusieurs histoires dans une histoire, mais c'est très bien fait également, on ne s'y perd pas. On a plusieurs personnages et ils sont tous plus intéressants les uns que les autres, hyper attachants, qui évoluent tout au long du roman. On a une intrigue qui se met très bien en place, qui évolue également, qui est très intéressante. Vraiment, c'était un très très bon premier tome. J'ai adoré encore une fois cette lecture, même si je n'y ai pas retrouver ce que j'avais trouvé dans ma première lecture et qui j'ai trouvé quand même quelques petits défauts, mais c'est parce que voilà, ça fait très longtemps, j'ai plus évidemment les mêmes goûts de lecture forcément qu'autrefois, mais je vais terminer cette saga cette année, obligée, parce que j'ai également lu les tomes 2 et 3 d'un comptable à la cour aux éditions Akata, et autant j'avais trouvé le premier tome moyen, j'étais assez mitigée en me disant ouais bon, c'est moyen, l'intrigue est longue à se mettre en place, les personnages également, s'attachent pas trop, mais autant j'ai adoré les tomes 2 et 3. Là, on a vraiment des personnages qui sont mis en place, une intrigue qui se développe, des personnages qui prennent en ampleur, qui prennent en épaisseur, des relations qui enfin se développent doucement mais sûrement. J'ai trouvé ça absolument génial. On a nos deux protagonistes principaux qui sont vraiment très cool. Il y a une petite touche d'humour également. On a vraiment des personnages qui sont extrêmement maladroits mais qui sont extrêmement touchants dans leur maladresse. Bref, j'ai adoré les tomes 2 et 3. Autant le premier tome, j'étais partie pour me dire je sens que je vais pas aimer. Eh bien clairement si, j'attends le tome 4 avec beaucoup d'impatience. Au mois de mars, j'ai acheté et lu ce roman. J'ai vu la couverture qui m'a hypé tout de suite, que j'ai trouvé très fun. J'ai lu le résumé, je me suis dit c'est pour moi. Je l'ai lu tout de suite, donc il est même pas entré dans ma pile à lire. Il s'agit donc de La Dernière Tentation de Judas de Philippe Battaglia aux éditions de La Talente. Et avant de commencer ces petits avis sur cette lecture, sachez-le, je ne le conseille pas à tout le monde. Je le conseille même pas en dessous de 18 ans. C'est de la littérature adulte et pas young adulte. Ici, on a quand même du gore, du peu ragoûtant, il y a des morts, il y a des choses absolument dégoûtantes, pas tout le temps, je vous rassure, mais si vous êtes sensible, c'est moyen. Vraiment, je vous le conseille pas. Si vous avez en dessous de 18 ans, c'est pareil. Je vous conseille pas cette lecture pour ça. Et si vous êtes chrétien, que vous êtes très pieux, c'est pareil, je ne vous conseille pas ce roman. Il faut avoir l'esprit critique et il faut avoir l'esprit ouvert, parce que là, on va quand même mettre à mal un peu la Bible, l'évangile et tout ça. Hein, voilà, clairement. Bref, du coup, ici, on va suivre les apôtres, notamment Judas, qui errent sur Terre depuis 2000 ans. Oui, ils ne sont pas morts. Non, ils ne sont pas morts, ils n'ont pas vécu leur vie et sont morts de leur belle mort. Non, ça fait 2000 ans qu'ils sont sur Terre à essayer de prêcher la bonne parole de Jésus et évidemment de Dieu. Sauf que ici, Judas, qui est celui qui a trahi Jésus, eh bien ça fait 2000 ans qu'il culpabilise de son geste. Voilà, ça fait 2000 ans que le pauvre, il essaie de rattraper cette erreur qui est absolument monumentale en essayant de faire un petit peu le bien autour de lui, même si par moments il est tellement désespéré et il culpabilise tellement et il veut tellement revoir Jésus qu'il tente de mettre fin à ses jours de 1000 façons possibles. Sauf que ça ne fonctionne jamais, puisque chaque matin il se réveille de nouveau frais comme un gardon.
Voilà. Il s'avère que Judas va entendre parler d'un évangile du diable qui apparemment donnerait la vérité sur ce qu'il s'est passé avec Jésus et Dieu et qui annoncerait une prophétie que Judas va tenter de réaliser pour retrouver Jésus et essayer de se faire pardonner. Je m'arrête là pour le résumer parce que vous n'avez absolument pas besoin d'en savoir plus et sachez que c'est beaucoup plus que ça dans ce roman. Ici, on a clairement une critique de la religion, mais surtout de l'interprétation qu'on a de la religion. Chaque personne peut interpréter la religion de façon différente. Et donc ici, on a vraiment cette critique-là, de cette interprétation qui peut pousser les gens à des extrêmes, qui peut pousser les gens à faire des choses absolument horribles parce qu'ils ont interprété leur religion, la Bible, le Coran, la Torah, de façon différente et qui donc pousse aux extrêmes. Jusqu'où l'humanité est prête à aller pour sa religion. Et ça, je trouve que c'était très bien fait. À côté de ça, on a quand même de l'humanité qui est vraiment magnifique à lire parce que vraiment, il y a les deux extrêmes, le bien et le mal. Et finalement, les personnages, on comprend très vite qu'ils sont capables du pire comme du meilleur. Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien amené. Des décisions, parfois des choix qui sont impossibles. On a vraiment des décisions qui doivent être prises et de ces questionnements, quand on prend la décision, est-ce qu'on a fait le bon choix? Je trouvais que c'était extrêmement bien fait. Au-delà de cette critique de l'interprétation de la religion et de ce côté très humaniste qu'on voit également ici, on a une intrigue qui est extrêmement péchue, qui est extrêmement fun, avec un humour bien noir par moments. Il y a des passages, je vous dis quand même, qui sont très très gore, qui sont vraiment pas joyeux, parce que vivre 2000 ans, c'est bien, mais quand vous subissez certaines choses, c'est compliqué de rester sain d'esprit pendant 2000 ans. Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment des passages de torture, mais ignobles. Mais vraiment, c'est ignoble. Ça part sur du body horror quand même. Hein. On a des personnages également qui sont... Vraiment, ils sont hyper attachants. Et mes personnages favoris, personnellement, ce sont les peuples de la rue. En tout cas, le peuple de la rue. Alors, eux, c'est vraiment la trope Found Family, les gars. Et j'ai adoré. Ils sont hyper attachants, hyper intéressants. C'est des personnages qui ont vraiment un vécu, qui ont commis des erreurs, qui ont commis des choses qui ne sont pas forcément magnifiques, qui ont subi parfois des choses absolument horribles et qui se retrouvent tous ensemble et qui font fi de leur passé et qui s'aident mutuellement. Et avec Judas, ils sont vraiment tellement touchants avec le personnage de Judas. Judas qui culpabilise et qui, grâce à eux, va retrouver une part de ce qu'il a perdu, une part d'humanité, une part d'amour également, parce qu'on parle également d'amour ici, et vraiment on parle de plein de choses différentes. C'était extrêmement bien fait, des personnages ultra intéressants, des personnages vraiment chouettes, une intrigue où vraiment jusqu'au bout vous tient en haleine, vraiment on vous tient en haleine jusqu'au bout. C'était vraiment un roman génialissime, j'ai adoré cette lecture. C'est pas un coup de cœur parce que les passages gore m'ont quand même un petit peu... voilà, mais sachez-le, j'ai passé un super bon moment. Et je termine par le premier tome de Bloodguard, donc de Ceci Robson aux éditions Corrigan. Sachez-le, vous pouvez le lire et... c'est fini, vous n'êtes pas obligé de lire la suite. Ce premier tome se suffit à lui-même et ça c'est déjà un bon point. Sachez-le également, j'ai acheté ce roman parce que je me suis laissée hyper par le BookTok. Voilà. Et comment vous dire que je trouve qu'il en vaut pas la hype. Voilà, on va pas se mentir, j'ai bien aimé. Mais coup de cœur absolu, absolument pas. Vraiment, absolument pas. Ici, on va suivre Leif, qui est un gladiateur, qui a décidé de devenir gladiateur pour devenir Bloodguard. Bloodguard étant un statut qui est le plus haut des gladiateurs, où ils deviennent nobles et donc extrêmement riches. Et Leif, lui, souhaite le devenir pour mettre sa famille en sécurité financière et pouvoir essayer de soigner sa petite sœur qui est très malade. Sauf qu'à côté, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Maïf, qui est princesse. Et malheureusement pour elle, son père a tué sa grand-mère et donc elle n'est plus réellement légitime
à devenir reine à la place du coup de sa grand-mère, puisque malheureusement c'est son père qui a tué sa grand-mère. Il s'avère que Maëve, elle, ce qu'elle veut, c'est reprendre le trône et sauver son royaume, et elle doit pour cela épouser un noble. Et elle va donc proposer à Leys de l'aider à gagner son statut de noble en échange de récupérer le trône. Leys, lui, finit par accepter parce qu'il se dit c'est la bonne solution pour mettre ma famille en sécurité et me sortir de cette mer monumentale, parce que voilà, devenir Bloodguard, c'est pas quelque chose de facile, surtout quand on est un rebelle, qu'on s'en prend aux nobles et que les nobles n'ont pas forcément envie de lui comme noble et qui vont donc tout faire pour qu'il ne devienne pas Bloodguard. Vous n'avez absolument pas besoin d'en savoir plus, là je vous en ai déjà dit pas mal. En soi, c'était pas mal. En soi, j'ai trouvé que l'univers était assez sympa. En soi, j'ai bien aimé l'univers des gladiateurs. Les combats sont extrêmement bien foutus. Ça, par contre, on peut pas le nier. J'ai adoré les passages dans l'arène où Leys doit survivre pour essayer de devenir Bloodguard. Ça, franchement, j'ai absolument trop kiffé. L'univers était sympa, mais manquait de beaucoup de développement. On va nous sortir tout un tas de créatures qui vivent en communauté, les trolls, les elfes, les fées, les dragons, des créatures fantastiques, des chevaux extrêmement dangereux, voilà, des dragons, etc., etc. Mais c'est pas assez mis en avant, c'est à peine effleuré, on a un univers qui manque de développement. Et je trouve ça extrêmement dommage parce qu'il y a un potentiel de fou, puisqu'ici on est dans un pays où clairement c'est un pays sous tension, il y a beaucoup de pauvreté. On parle d'immigration qui est un sujet extrêmement d'actualité aujourd'hui. On parle des pays qui sont tendus autour et on sent que la tension monte tellement entre les pays que on n'est pas loin d'entrer en conflit entre les pays. Donc on a une intrigue qui nous parle quand même au départ d'enjeux sociétaux, d'enjeux économiques, d'enjeux sanitaires, d'enjeux écologiques, d'enjeux politiques, d'enjeux commerciaux. Et c'est à peine effleuré. Et ça, je me suis dit, mais c'est tellement dommage, il y avait tellement de potentiel sur cet univers qui n'est absolument pas développé. J'ai trouvé ça mais tellement dommage, parce que ça méritait quand même plus de développement. Sans compter qu'on a au départ un rythme qui est plutôt cool, et au milieu, on va juste se consacrer à la relation entre Leys et Maëve, que j'ai pas du tout trouvé crédible. Voilà, j'ai pas trouvé leur relation crédible pour un sou, leur romance crédible pour un sou. Ça va trop vite, j'y crois absolument pas. Surtout dans le contexte de ce roman, pour moi c'est pas du tout crédible. Vraiment, j'ai pas non plus trouvé que la romance était plus jolie que ça. Ouais, bof. Et à la fin, tout se décante. La fin était plutôt sympa. Vraiment, on a des révélations, pas mal de combats, des retournements de situation que j'ai trouvé extrêmement sympa. La fin m'a bien plu. Honnêtement, la fin m'a bien plu. Bref, c'est un roman que j'ai bien aimé, mais pas tant que ça. Voilà, pas tant que ça. C'était sympa, mais pour moi, la romance n'était pas crédible. Les personnages sont assez clichés, notamment Maëve, que je trouve très cliché. Et un univers qui manque de développement. Voilà, un univers qui manque de développement, clairement. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce double bilan, qui sera normalement le dernier de la chaîne. Bref, comme toujours, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas avec les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas avec les commentaires si l'envie vous en vient. Je vous connais maintenant, pour ceux qui ont plutôt tendance à laisser des emojis, laissez-les des emojis, ça fait également toujours plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur d'autres réseaux sociaux si l'envie vous en vient, et également à vous abonner sur la chaîne, toujours si l'envie vous en vient. Moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.